Alors, oui, c'est le texte de Henri Lefebvre qui s'appelle L'idéologie structuraliste, un extrait, publié chez Seuil, collection de points, en 1971, édition originale. Lefebvre va s'attaquer, quand j'aime pas le terme, mais démonter les rouages internes de ce qu'on pourrait appeler... D'ailleurs, on a fait des distinctions cybernétiques, systémistes, structuralistes, mais c'est toute une parenté, ils ont la même filiation. Hein. D'ailleurs, c'est bien les colloques de Massey, dans les années 50, où il y avait des cybernéticiens, Jacobson, Lévi-Strauss, etc. Donc, Bateson, Mead, etc. Donc, c'est un peu la même souche, hein? Même si on les différencie en différents courants, de mon point de vue à moi, quand je parle de logique technicienne prédominante, ben, structuraliste, cybernétique, systémiste, même combat. Hein? Et c'est en ce sens que d'abord Lefebvre. Donc, Lefebvre va, bien sûr, dès le départ, repérer qu'il y a dans le structuralisme, ultimement, et à son fondement même, un déni de l'histoire, de la singularité. Hein? Je le cite, « Tout message simple et complexe, toute communication se situerait ainsi entre la banalité de l'intelligible qui répète et se répète et la nouveauté absolue, inintelligible en raison même de son excessive nouveauté, bien définie cependant par le désordre, l'équiprobabilité des signes utilisés. » Là, il parle de la théorie de l'information, hein, de Shannon-Weaver, de cette idée de modéliser, de comptabiliser, d'empiriciser l'information. Lefebvre continue. C'est ainsi qu'à partir de la théorie de l'information, une conception de la structure se manifeste. Effectivement. Alors, il faut faire une distinction. Hein. Lefebvre établit clairement la distinction entre l'épistémologie, hein, la notion de structure est certes féconde, celle de système aussi, et l'idéologie. Hein. C'est bien l'idéologie structuraliste qu'il dénonce, enfin qui en fait l'analyse. Alors, poursuivons une citation de Lefebvre. L'histoire s'effaçant devant des considérations de système, d'équilibre, de cohérence, d'invariants structuraux. Hein, il va viser dès le cœur même du structuralisme. Pourquoi y aurait-il des invariants structuraux? Ils arrivent tout faits. Hein, Lefebvre est le marxiste des marxistes. Hein, il s'en tient à ce qu'il considère être l'application rigoureuse de la pensée marxienne et de la dialectique. D'ailleurs, son livre sur le marxisme est vraiment remarquable. Dans Que sais-je, tous les points sont là, c'est bien dit, et on voit qu'il maîtrise très bien. On n'est pas dans la vulgate marxiste, loin de là, mais quelqu'un qui l'a étudié à fond. Donc, l'histoire s'effaçant, que reste-t-il? Le passé se réduit à la mémoire, à l'emmagasinement des combinaisons utilisées. C'est un passé simultané et sans histoire. Alors, on retrouve là cette idée que j'avais parlé dans mes recherches de temps réel, le temps de la technique. Hein, on le retrouve également là. Hein, mais ça a été écrit il y a 35 ans. Donc, un passé simultané sans histoire, poursuit Lefebvre, c'est donc l'essence même de la modernité et du monde moderne, actualité et potentialité qui se trouvent mises en question. Le futur informationnel et cybernétique est un futur sans histoire. Les concepts de combinaison et de permutation l'épuisent. Hein? La structure qui est portée par et pour elle-même. Et en ce sens, on le voit bien si je reprends la problématique de l'hyper-individualisme et du systémisme totalitaire, les deux sont autoréférentiels. Les deux ont la prétention d'advenir pour et par eux-mêmes. En ce sens, ils sont bel et bien les deux dimensions d'une même dialectique. Le moteur est similaire à plusieurs points de vue. Donc, qu'est-ce qui épuise le sens? C'est une logique technique, c'est la logique de la machine. Hein? Ainsi, l'empirisme, poursuit Lefebvre, et le positivisme, dès le début, ne se contentèrent pas de constater les faits donnés en les entérinant, en les acceptant sans critique, sans perspective de transformation profonde, ce qui suffirait à marquer cette pensée d'un caractère réactionnaire. Ils mirent au premier plan de la recherche les invariances, les stabilités définitives, des conditions d'équilibre. Que devient l'histoire dans une telle conception? Effectivement. Et c'est bien c'est pour ça que quand on parle de cybernétique, la théorie générale du système débouche à la théorie du système général. Hein? Et à ce moment-là, ben, l'ordre des choses n'est plus pensé dans l'arène du symbolique,
la lutte, l'alliance, la confrontation, la création, la sublimation, etc., mais bien dans celle du fonctionnement, des dictats de l'opérationnalité. Freytag, son mode de décision, mode de reproduction décisionnelle opérationnelle, ça breuve aussi à ça. Poursuivons avec Lefebvre. La quantification de la complexité informationnelle pourrait avoir d'inquiétantes conséquences. La réduction de la pensée, de la conscience, de la connaissance, de l'existence humaine à des processus techniques relevant des machines. Ces machines peuvent un jour prochain prendre en charge la surorganisation d'une société industrielle hautement développée, ces structures déterminées par des exigences techniques dont les machines elles-mêmes feraient partie intégrante. 71. Et je prends cette phrase-là et je l'applique aujourd'hui. Elle parle, elle livre, elle creuse, elle forme le réel. Comment repérer lorsque la machine devient pour et par elle-même? Eh bien, nous dit Lefebvre, c'est quand le modèle devient le réel, quand la modélisation se complaît en elle-même. Simondon disait, parce qu'à l'origine, au début, Simondon voyait la cybernétique comme, peut-être cette nouvelle science de l'homme dans sa capacité de s'extérioriser, de s'organiser, etc. Et il a très tôt désenchanté en disant, la cybernétique, c'est quoi? C'est la technique livrée à elle-même. Et on va le voir, et c'est comme ça. Lorsqu'elle est plus livrée à elle-même, c'est-à-dire toujours instrumentalisée, le modèle devient modèle. Mais quand le modèle est livré à lui-même, il devient un réel. Alors je m'attaque au modèle, je m'attaque au réel. Le produit est vu comme le producteur. Et là, on tombe dans la réification, l'aliénation chez Marx, par exemple, les forces sociales qui y reviennent, et elles ont en apparence largué leurs amarres de produits sociaux. Je cite Lefebvre. La techné, ne procède pas selon la poiesis, continue à la physis, la poiesis, la création, mais selon la mimésis. On parle de la machine de reproduction au même, c'est ça. Donc Lefebvre dit, donc, c'est pas de la poiesis, c'est du mimésisme. L'homme structural ajoute au monde naturel un monde fabriqué, qui ne copie pas la nature, qui lui substitue l'intelligible. Intéressant ça. Même l'intelligible est une création. On lui substitue. Alors, on pourra aller chercher Horkheimer, l'éclipse de la raison, etc. Bon. Continuons. Cet homme structural, c'est l'homme de la technique et de la technicité, car la technique serait l'essence de toute création. Voilà. Donc, le monde est intelligible. Mais ça, c'est différent. Il y a le livre de Pierre Hadot, Isis ou le voile de la nature, essai sur l'idée de la nature dans l'histoire. Il parle qu'il y avait une conception plutôt morphéenne de la nature, contemplative. C'est le sang. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait que la nature, c'était une Diane chasseresse qui se couvre avec un voile. Pourquoi? Parce qu'elle ne se laisse pas dévoiler. On peut que la deviner, mais on n'a jamais un contact direct. Bien que la logique technique, c'est à l'image du net, c'est pornographique, la nature est nue. Offerte, passive, pouf. Poursuivons avec Lefebvre, je cite, « Nous entrons dans une période nouvelle, celle des structures rationnellement et scientifiquement établies. » On y est. Comme idéologie, le structuralisme tend à devenir une logique, une méthode générale, une anthropologie, voire une ontologie. Et c'est bien ce qu'on disait dans le cadre théorique, quand un discours sur le monde cesse de se voir comme discours, il ne dit même pas « je », il dit « monde ». Voilà. Comment est-ce qu'on va? D'où le recours, je pense, à la philosophie, pour retrouver des catégories premières, non spoliées par cette volonté de se mondialiser à tout point de vue. Dès lors, poursuit Lefebvre, l'histoire, comme réalité, comme science de cette réalité, disparaît ou se transforme radicalement. C'est l'idéologie purement et proprement technocratique. Alors, quelle est-elle, cette idéologie? Parce que ça en est une. C'est nommé, là. La technocratie, Lefebvre toujours, aujourd'hui a besoin d'une idéologie qui la justifie et permette l'intégration à la société qu'elle veut constituer. Or, la mondialisation de la technique, nous sommes en 71, je le rappelle.
Aujourd'hui, c'est banal de dire ça. À l'époque, c'est vraiment précurseur. Or, la mondialisation de la technique et de la conception technocratique présuppose une réduction et même une liquidation de l'historique, considéré comme poids mort, résidu encore plus gênant que pittoresque. Nous entrerions alors dans un éternel présent, probablement très monotone et ennuyeux, celui des machines, des combinaisons, arrangements et permutations d'éléments de données. Hein? L'éternel présent, c'est le temps présent qu'on parlait dans la première partie. Le temps de la fonctionnement de la technique. 71. Quand même. Il y avait bien vu. Il n'y aurait d'autres événements, poursuit-il, que les introductions de techniques nouvelles, qui pourraient d'ailleurs avoir de grandes exigences en elles-mêmes. C'est un peu ce qu'on vit. Hein? Ah, nouvelle version de Windows. Pouf, super. Pourquoi? C'est la nouvelle. All right. Hein? L'idée de progrès étant enlevée, on a gardé juste la logique du changement. Sous-entendu que plus ça change, mieux c'est. Mais comme on veut que ça change de tous les côtés, on n'a même plus un progrès unifié comme un phare qui va nous guider. Ça devient tout simplement un leitmotiv. C'est le changement, c'est nouveau. Et si ça correspond, ma foi, à une logique de la mode de consommation, bah, c'est secondaire, qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Excusez, je suis sarcastique ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette image d'une technique neutre, hein? Une idéologie qui se présente comme non idéologique. Lefebvre va appliquer le cadre marxiste et dire, non, c'est impossible. Le conflit latent depuis plus d'un siècle, écrit-il, éclate lorsque s'établit une société, la société américaine contemporaine, qui n'a pas beaucoup d'histoire derrière son actualité et sa culture, et dont les idéologies prétendent dresser contre la nation de l'histoire une autre science, la sociologie empirique et quantitative. C'est dit. Compter les choses. Mesurer. Hein? Par ailleurs, par exemple, détail personnel, mais comme des milliers de gens, je m'occupe d'un parent qui est Alzheimer et qui est placé dans un organisme non lucratif qui fait un merveilleux boulot. Or, je donne un coup de main à l'organisme pour faire du bénévolat. Et la campagne, c'est que nous écrivons des lettres manuscrites qu'on envoie à une trentaine d'amis en leur disant si vous voulez bien donner pour une bonne cause, ce serait chouette. Or, ils ont rentré un logiciel pour gérer, pour produire les campagnes. Enfin, hein, ils ont rentré un logiciel. Et à un point, on m'a demandé est-ce que vous voulez savoir combien vos gens ont donné? Pourquoi? C'est pernicieux, parce que ainsi se trouve ouverte la possibilité de mesurer un élan du cœur. Je suis à dessein très poétique ici. La générosité. Je vais pouvoir le quantifier. Comme si, et ça c'est une des grandes obsessions que j'ai dans ma vie, j'ai horreur de quantifier le symbolique. Ça me met le feu à l'arrière-train d'atterrissage. On ne peut pas. Non seulement c'est quantifié, à la limite, pourrait bien, mais de poser le primat de la quantification en plus, au point d'éjecter le symbolique, alors là, comme dirait San Antonio, il y a de quoi se la faire encadrer. Hein? Ça ne fonctionne plus. Alors évidemment, j'ai refusé, mais on voit bien, c'est pas des mauvaises personnes. Le logiciel, il compte, il fait des rapports, il génère, il vomit ces données. Alors j'ai dit non. J'ai même dit on devrait ne jamais se servir de cette fonction-là. C'est avoir à l'encontre même des principes qui fait qu'on fait du bénévolat ici. C'est le même argument qu'on me resserre en disant t'es dans un nuage avec la théorie générale. T'es pas sur le terrain, t'es pas sur le mesurable, t'es pas sur l'empirique. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'il n'y a pas que ça de vrai. Hein? C'est ça le combat qu'il faut mener. Hein? La pluralité. Un roman, une BD, un film peuvent parler sur le monde. Ils ne sont pas empiriques pour autant. Et il n'en demeure pas moins qu'ils ont un discours. Je poursuis avec Lefebvre en parlant du conflit historique. Il rend aussi à éclater ce conflit parce que s'annonce une société qui prétend n'avoir plus besoin d'histoire que celle de sa technique. Hein? La société caractérisée notamment par la cybernétique et par l'automatisation et qui reçoit des noms très variés dont aucun ne s'impose. Société industrielle, société de consommation, société d'abondance, société de loisirs, société de masse, société technicienne, etc. Ah, c'est du nougat, là. C'est super. Je veux dire, c'est... Effectivement,
j'ai découvert, entre guillemets, Lefebvre après mon cadre théorique. À un moment donné, je lisais, puis je disais, waouh, si j'avais su, si j'avais débuté par là, ça aurait pu ancrer dans d'autres perspectives. Alors, et les amis, ce qu'on est comme chercheur dépend aussi, c'est un peu comme une pinball, hein? On rebondit sur à gauche et à droite, et il y a une singularité. Avoir tombé cet auto-là avant Stigler, par exemple, j'aurais eu une autre coloration, je serais devenu autre aussi. Hein? Ça colore ça aussi. Bon, alors que propose donc notre ami Henri? Hein? Ben, vraiment, il va dire, bon, cette idéologie-là, elle est une forme d'aliénation. Hein? Réduction de l'intellect à une fonction essentiellement classificatrice et combinatoire. Que met en parenthèse cette réduction? La complexité concrète de la praxis, celle de l'homme et celle du monde, la dialectique. Alors, je dis ça, il y a des trompettes de liesse. C'est génial. Et regardez bien, la complexité concrète de la praxis, celle de l'homme et celle du monde, la dialectique, le tragique, l'émotion et la passion, l'individuel à coup sûr et peut-être une grande part du social, l'histoire enfin. Ça ne peut que résonner, moi qui amateur de singularité, passionné, d'être authentique. Et d'être authentique, ça ne veut pas dire d'être achevé. C'est d'être authentique dans cet inachèvement perpétuel qui nous caractérise. Et on le voit bien que Lefebvre garde ce mouvement-là. C'est ce qu'il reproche aux structuralistes. Vous fermez. Là, il y a une fermeture. Et là, pouf! La source et le prototype de l'intelligibilité est ni dans la conscience individuelle, c'est la thèse cartésienne classique, hein, ni dans l'être, ni dans la praxis marxiste. Cette source et ce prototype se situent dans le langage. L'opération fondamentale de l'intellect structuraliste, c'est la dichotomie. La définition de l'intellect par la séparation, la différence et la dichotomie qui se veut fonctionnelle et opérationnelle. Elle rejoint donc un opérationnalisme, une doctrine de l'efficacité, une phraséologie. Il faut relire Lefebvre. C'est vraiment à la lumière de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, Lefebvre reproche aux structuralistes, cybernétiques, techniques et autres, ce que je trouve l'idéologie dominante en ce moment, c'est de ne pas tenir compte de la dialectique, c'est-à-dire du mouvement, du devenir permanent des choses. Il va dire la métaphysique du devenir, hegelienne et marxiste, ou plutôt pseudo-marxiste, mais il donne des claques à la vulgate marxiste, parce qu'il y a eu un évolutionnisme en marxisme aussi, hein? La révolution, le lendemain gazouillard qui va arriver nécessairement. Donc, il dit la métaphysique du devenir hegelien a fini par oublier que ce devenir constitue, avant de les dissoudre ou de les briser, des êtres, donc des cohérences, des stabilités provisoires, des équilibres précaires, en un mot, des structures. Le devenir l'emporte déjà. Donc, il y a une structure, mais elle n'arrive pas à former. C'est une dialectique. Production, structure, produit, etc. Et on retrouve là, quand je disais à l'hindouisme, les pensées orientales, hein, c'est chez les hindous, la déesse de la création et de la destruction, c'est la même déesse. On ne peut pas créer sans détruire. C'est l'image même de ce devenir de la vie. Les structures sont des produits producteurs, en ce sens, toujours en tension. Si équilibre il n'y a, ce n'est que sur le plan synchronique. Et encore, je ne suis pas sûr que si on analyse à fond, entre guillemets, selon une dialectique, qu'on puisse parler d'équilibre. Mais je comprends ce qu'il veut dire, équilibre précaire. C'est-à-dire que c'est repérable maintenant, mais ça ne sera pas nécessairement demain, et ça ne l'a certes pas toujours été. Donc, la considération des stabilités des choses serait-elle nécessairement un symptôme de réification? Ah, intéressant. Hein? Est-ce que c'est nous, dans notre forme de savoir, qui immobilisons ce qui... Hein? C'est Héraclite qui disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc, est-ce que c'est nous qui immobilisons le fleuve comme si on pouvait l'arrêter, un photo finish, et on dit, voilà, ça c'est fleuve. Comme quoi que les vieux problèmes sont fondamentaux à la condition d'être. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Lefebvre va proposer ou mettre de l'avant le retour aux prémices marxiennes. Hein? Cette troisième acceptation, hein, de redonner au devenir sa place légitime, il va dire, cette troisième acceptation, celle de redonner au devenir sa place légitime, restitue la pensée et le mouvement dialectique.
Elle permet d'envisager l'histoire comme processus de perpétuelle structuration et déstructuration. La pensée historique affirme que les contenus ont autant plus d'importance et d'intérêt que les formes. Elle dit que les formes et structures se font et se défont, se dissolvent ou s'éclatent. Alors là, je suis tout à fait en accord avec ça. C'est-à-dire que je peux bien dégager, et je l'ai appliqué à ma thèse, à mes travaux, cette idée qu'il y a, j'aime pas le terme, mais une ontologie ou une dynamique interne des phénomènes. Hein? En dehors de toute historicité, là, on dégage des relations logiques, etc. Mais c'est pas ça qui s'incarne par la suite dans l'historique et le matériel. Les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que ça demande une approche particulière que Lefebvre appelait la méthode régressive progressive. Et c'est ce que j'ai fait pour ma thèse. J'ai eu une logique là, de homme, technique. Je l'ai appliquée à l'histoire et regardez comment concrètement ça se fait. L'histoire n'est pas le reflet de structure. Mais les deux. Ça s'écrit en même temps. Simondon, en parlant de la technique, parlait de milieux associés. C'est la même logique. À la limite, la brique et le four, la brique, l'argile et le four contribuent à faire la brique. Hein? Et ça, on est tributaire de cette logique aristotélicienne où les formes sont données. Et ensuite, on les remplit comme des catégories. Mais non, ça arrive en même temps. L'histoire et l'ontologique, si je peux dire, c'est une dialectique. Alors, comment est-ce qu'on va l'appliquer? C'est pour ça que la thèse a 700 pages. C'est compliqué. Tout le temps à rebondir. Tout le temps. Faire rebondir, passer de un à l'autre. Et ça, c'est clair. Après, en parlant du MP3, j'ai parlé de l'homme et la technique, dialectique. Je retourne dans le passé, histoire sociale de l'informatique, pour arriver au MP3, parce qu'en faisant cette histoire-là, il y a des points qui ont émergé, qui sont le propre de l'histoire qui produit la structure. Donc, j'ai enrichi le cadre théorique, et ensuite, on l'applique au MP3. Et une fois qu'on a fait ça, on fait le mouvement inverse. Comment sur le MP3 vont contribuer à la bon, et ainsi de suite. Heureusement que je suis arrêté, parce que j'aurais pu développer jusqu'à la cour voisine. Bon. De retour à Lefebvre. Donc, il faut redonner donc sa place à la dialectique du devenir, et il faut aussi redonner place aux rapports sociaux, l'histoire, comme formatrice. Elle montre, au sein de la structuration, la dissolution commençante ou l'éclatement inévitable. Au sein de la mondialité technicienne, et les amis, on est en 1971. C'est très fort, je trouve. Donc, au sein de la mondialité technicienne, se manifestent et se manifesteront des différences dues à l'histoire des sociétés, des groupes, des classes, des peuples, des nations. L'histoire continue. L'irrationnel apparent réclame son intégration, non pas à une philosophie des formes qui la repousse, mais à une conception de l'homme tout entier. Alors, on tombe dans la tradition humaniste ou symbolique. Et en faisant cela, en redonnant à l'homme ses conditions sociales, il est très marxiste, hein? Les conditions d'existence déterminent les idées qui nous sommes. Donc, et ces conditions-là sont nourries de contradictions. Il parle de l'histoire et de l'éclatement inévitable. Parce que tout est transformation, parce que tout est toujours en train d'essayer d'être. C'est un devenir. C'est l'idée de l'évolution. Et donc, en faisant ça, on va redonner la place à l'homme. Je cite, « Par la dialectisation de l'histoire, étude historique de la praxis, c'est vraiment ça, de tendre à être, et de ses contradictions, en y incluant évidemment les luttes de classe, les conflits des peuples et des nations, ainsi se rouvrirait la perspective d'une histoire totale de l'homme qui serait aussi l'histoire de l'homme total, mais qui ne sera jamais achevée. Et c'est bon de ramener ces conceptions de l'homme, parce que mine de rien, sous couvert du fonctionnalisme, nous assistons graduellement dans des discours auparavant science-fiction, mais le côté fiction disparaît de plus en plus scientifique, à la cyborgatisation, excusez le barbarisme, de l'humain. Des gens bien pensants qui disent, je pense à Minsky, directeur au MIT, département d'intelligence artificielle, je pense à Ray Kurzweil, 2 fois médaillé présidentiel, innovateur, inventeur, et qui n'a pas de problème. Oui, les robots seront nos enfants, sans problème. Et d'ailleurs, soit très concret, il y avait un journaliste, un ancien collègue à moi qui revenait de un show qu'on appelle un salon, une foire, en fait, informatique. Et c'est un petit jouet informatique.
Et quand tu caressais le petit dinosaure, il reconnaît, il recoulait, et puis bon. Et là, c'était ah, ouais, c'est fun! Mais il y a cette idée de le présenter comme un être achevé, et on va pas s'interroger plus loin. Et ça commence déjà. Alors, un mec, j'ai oublié le nom, là, j'ai sorti sur ma liste, mais sortir un livre sur l'amour et les robots, c'est-à-dire l'utilisation de robots à des fins, sinon sexuelles, bon, il y a les tristement célèbres poupées, mais en termes de compagnonnage. Et à ce moment-là, ce ne sera pas le rêve de l'hyper-individualiste d'avoir un conjoint tel qu'il ou elle le désire, sur mesure. Alors, on voit bien que là, alors, voilà, mon cadre théorique ne cesse de me nourrir, de me porter en avant, et je suis une paire de lunettes, puis je regarde le monde avec, et j'y découvre des choses. Pour me reprocher que je suis un peu pessimiste, ouais, puis en même temps, je suis passionné, j'aime ce que je fais, donc je suis plein de vie, mais en même temps, je pense que oui, ça va prendre du monde pour décrier, de dire hey, attention à ça, attention à ci, il y a quelque chose. Et en même temps, sur le plan de la carrière, il faut le dire, d'adopter une position critique, c'est pas celle des contrats de subvention, des postes de prof. Je ne dis pas qu'il y a un embargo, là, mais je veux dire, on réalise là, qu'on est nécessairement à côté du train principal. Et ça vient avec le territoire, et je peux vous dire que c'est pas évident de se faire financer et de trouver des postes, parce que qu'avez-vous publié, à quelle équipe de recherche vous intégrez? Non, je ne m'intègre pas à l'équipe de recherche, je travaille à une vision autre. Alors, c'est difficile. Je vais vous en poser une question. Combien de cours sur la société et la technique avez-vous suivi en sociologie? Sur la technique, oui? Aucun pour vous. Je trouve qu'il y a un trou en ce moment, pas juste à l'UQAM ou ailleurs. C'est comme si en sociologie, on avait abandonné la technique en la communication, qui, par la logique même de développement, va utiliser la technique, l'outil, donc le mode de fonctionnement. Bon, c'est correct aussi. Mais l'aspect social, et pourtant, c'est bien quelque chose qui est horizontalement disséminé, c'est bien cette technique qui est partout. C'est bien un phénomène qui est verticalement dense et qui touche plusieurs couches, entre guillemets, du social. C'est bien la technique. À l'heure actuelle, je repose la question, combien de cours sur les nouvelles technologies et la société vous avez eu en sociologie? Ou c'est aucun? Lequel? Le vôtre, le mien. Je ne sais pas ça de me vanter, mais je veux dire, il y a un manque. Je pense qu'il y a un manque. Et à l'heure où nous assistons à une technique qui prétend produire du social, je pense au Web 2.0, le Web dit social, comme Facebook par exemple, qui prétend produire du social. Il y a là une prétention que, comme sociologue, je ne peux laisser passer, et que la sociologie ne devrait pas laisser passer. Et en ce moment, il n'y a pas de réplique. C'est pas normal. La Fontaine, oui, à l'Université de Montréal, travaille sur les nanotechnologies, etc. C'est bien une erreur, hein? Je ne veux pas renier les catégories classiques, là, mais pour combien de sociologues spécialisés en métaux, en sociologie du travail, en sociologie des organisations, etc., et combien est-ce qu'il y en a en technique? Alors qu'en fait, c'est un phénomène qui, selon moi, est le phénomène de l'heure. Le phénomène de l'heure. Donc, bon, ici à l'UQAM, je pense qu'il y a... je pense que c'est Mme Labelle qui travaille sur les biotechnologies, les technologies de reproduction, donc qui nourrit une réflexion. Mais ça demeure des enclaves, hein, c'est un peu isolé. Et moi, c'est une chose que j'ai découverte, à mes yeux en tout cas, c'est qu'il y avait une réflexion depuis longtemps sur la société, la technique. Les auteurs allemands du 19e, etc. Je dis, aïe, aïe. Je ressors Mumford qui parle de la méga machine aussi. Puis, alors, on préfère un cours très facilement sur les différentes conceptions sociales de la technique. Hein, il y a tout un volet. Ensuite, réfléchir sur les nouvelles technologies, certainement. Ça, je pense que c'est mon PAM qui me dit que j'ai un rendez-vous. Voyez-vous la technique qui fait éruption encore une fois? Mais on l'ignore, tout simplement, parce qu'on sait qu'elle va être encore là. Hein?